Salut à tous et bienvenue sur la deuxième partie des Arches Fatidiques Farsight. Vous le savez, tous les jeudis à 18 h vous avez du lore sur IGTV, sachant que si vous êtes sur Tipeee, vous avez directement la partie 1, la partie 2 que vous allez voir maintenant, et la partie 3 directement, sans pub et en avance. C'est une contrepartie, mais c'est la moindre des choses que je puisse offrir aux gens qui me font vivre et qui me permettent de continuer à vivre de mon travail sur ces vidéos. Donc si vous n'avez pas vu par contre la partie 1, elle est complètement visible directement, donc allez-y, parce que sinon vous allez vraiment avoir du mal à comprendre tout ce qui se passe dans cette partie 2. Alors on se retrouve avec un Farsight qui est un petit peu content parce qu'il a réussi à vaincre Nazdraeg. Alors est-ce qu'il a vraiment vaincu ou pas? On ne sait pas, il a juste disparu dans une bulle warp, mais le plan ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que son plan c'était bien évidemment tuer Nazdraeg, décapiter un peu la machine orc, et ensuite avec les luttes intestines qu'il y aurait eu au sein de l'Empire orc, réussir comme ça à isoler en fait des poches d'orc, les détruire, et puis petit à petit comme ça en fait de ranger et débarrasser en fait toute la planète des orcs. Malheureusement, la funeste flotte est arrivée, donc cette funeste flotte, elle est avec l'arche fatidique qui s'appelle le Nulloid. Je vous le mets en anglais parce que moi je suis nul en anglais, donc je vous le mets, et avec le seigneur Ugalax qui lui obéit à Abaddon. Il a déjà réussi sa première mission, il a récupéré un des fragments clés, et puis quand il a demandé en fait quelle serait la suite, parce que lui il va pas vivre sa propre vie, il obéit quand même à Abaddon, c'est Vashtor qui lui a répondu, et Vashtor lui a dit va dans la zone d'Arthas Moloch, tu verras, il y a un fragment clé à récupérer à cet endroit-là. Alors cette situation elle est compliquée pour les Tau parce que forcément eux ils vont pas avoir la supériorité navale, donc avec leur corps Vatra, c'est la marine des Tau, donc c'est les forces spatiales, bien sûr c'est inférieur à la funeste flotte. Les orques, au fur et à mesure que le temps passe, eux se renforcent évidemment, donc il y a de plus en plus d'orques qui arrivent sur cette zone de guerre pour justement se venger ou alors prendre la place de Nazdraeg. Donc ces forces qui commencent à s'amonceler, c'est vraiment critique pour Farsight et son équipe. Donc ce qu'il décide en fait, c'est de ne pas retourner vers les enclaves. Et oui, les enclaves, c'est vraiment ce que cherche à priorité à défendre Farsight, parce que c'est son peuple, c'est tous les Tau qui l'ont suivi dans cette prise d'écart un petit peu vis-à-vis du bien suprême, cette insurrection on va dire, ou cette rébellion, mais en tout cas lui c'est le plus important. Je vous l'ai dit, Farsight, je pense que c'est vraiment le personnage qui est le plus gentil, on va dire, de l'univers, et vraiment lui, il pense à son peuple, c'est sa priorité, donc il se dit, si on va vers les enclaves, alors peut-être qu'on va avoir un petit peu d'aide avec les forces qui sont restées là-bas, mais avec la force et des orques et des spécimens du Chaos qui viennent d'arriver, ça va pas faire le poids, et quoi qu'il arrive, comme en plus notre technologie ZFR, c'est-à-dire la technologie qui permet à leur vaisseau de voyager presque en dessous de la vitesse de la lumière, mais assez proche, alors même si c'est rapide en déplacement physique, ça reste vraiment très inférieur au déplacement warp dont sont capables et les orques et le chaos. Donc c'est là où un nouveau plan se dessine dans l'esprit de Farsight, c'est de combattre au sol, parce que au sol ils vont pouvoir faire de la guérilla, et leur désavantage en termes de nombre va être compensé par le fait qu'ils puissent justement tirer à longue portée, avoir des champs de camouflage style, ce genre de choses, et réussir par la guérilla comme ça à ranger en attendant une aide hypothétique. Alors cette aide, de qui elle peut venir? C'est assez incroyable, mais Farsight va demander ce qu'on appelle le Tavash Jikal, à savoir l'humble écho de l'unité perdue. C'est tout simplement envoyer une requête vers les éthérés, vers l'Empire Tau, pour leur demander de venir aider et défendre le peuple Tau des enclaves. Alors c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que bien évidemment pour Farsight qui a fait sécession, demander de l'aide à l'Empire Tau, c'est quelque chose de fou. Alors qu'est-ce qui peut le faire croire? Qu'est-ce qui peut lui faire croire que les éthérés vont accéder à cette demande? C'est tout simplement que c'est accompagné de sa reddition inconditionnelle. Donc il préfère se rendre, cesser le combat, il va être jugé, c'est certain, mais il préfère ça plutôt que les enclaves soient détruites et que son peuple soit détruit. Le problème, c'est que cette demande d'aide, il faut qu'elle arrive jusqu'à l'Empire Tau, et qu'après, l'Empire Tau, s'il répond favorablement, elle tente d'envoyer justement des flottes pour le défendre. Donc le but de Farsight, c'est vraiment de gagner du temps. Donc il a aussi une autre possibilité, c'est que dans la zone dans laquelle il est, vous vous rappelez, il y a aussi la planète d'Arthas Moloch, et la
planète d'Arthas Moloch. Il s'en rappelle très bien, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est infestée de ce qu'il appelle les Molochites. Alors là, pour nous qui connaissons la réalité des choses, à savoir que les Molochites, en fait, c'est simplement des démons qui ont été invoqués à travers une faille warp, eh bien, on se rend compte un petit peu de la futilité du geste, parce que forcément, contre les orques, ça va bien aider. Par contre, contre des forces du chaos avec un prince démon à leur tête, est-ce que vraiment les entités démoniaques qui vont sortir de ce portail vont lutter contre les forces du Galax? Honnêtement, c'est possible, parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de luttes intestines en fait au sein des forces, des forces du chaos. Donc on a bien sûr des démons qui ne sont pas sous l'emprise du même dieu qui peuvent se battre entre eux, des seigneurs du chaos qui se battent entre eux, ça arrive. Donc c'est une possibilité, mais bon, on sent que ça va quand même être un petit peu compliqué. Hein. Alors quand Hugalax arrive avec son vaisseau l'Arche Fatidique, l'Unalloyed, je vous mets le texte pour que ce soit plus simple pour vous, parce que ouais, désolé, pour ceux qui sont en podcast, c'est un peu chaud, Unalloyed. Et bien en fait, lui, il est un petit peu frustré quand il arrive, parce que quand il arrive, il voit qu'il y a des taux qui sont en train de se battre contre des orques, et comme lui, bien sûr, il est assez adepte en fait de la destruction, du combat, il se dit, ah, j'aimerais bien y aller pour justement mettre mon petit grain de sel. Le problème, c'est que sa mission, c'est avant tout de récupérer le fragment clé et pas d'aller faire des combats. Et le fragment clé, il le sait, c'est sur la planète d'Arthas Moloch. À ce moment-là, quand il arrive, les taux n'ont pas encore pris cette direction. Donc, il est un petit peu triste parce qu'il est obligé de réfréner un petit peu ses ardeurs, mais il se dit, bon, tant pis, c'est pas grave, allons sur la planète d'Arthas Moloch. Alors, bien sûr, au sein de sa flotte, en fait, du chaos, il y a plusieurs légions. Donc, on a des World Eaters, et les World Eaters, eux, leur but, c'est pas forcément d'obéir à ce qu'on leur dit, et dès qu'ils voient qu'en fait, qu'il y a des combats, eh bien, pour le plaisir du massacre, ils se dirigent directement pour attaquer les taux et les orques qui sont dans cette flotte-là. Donc, au bout du compte, en fait, Hugalax, il se rend compte aussi d'une chose, c'est que, eh bien, les taux, bizarrement, ils sont en train aussi de prendre la direction d'Arthas Moloch. Et c'est là que lui-même sourit, parce qu'il se dit, ah, très bien, les taux sont en train justement de venir sur ce combat, et je vais pouvoir me permettre de les combattre, aussi bien en cherchant le fragment clé que, justement, les détruire. Et puis les orques, évidemment, le but de Farsight, c'est d'attirer les orques sur Arthas Moloch, ce qui fait que le combat se déplace et va sur Arthas Moloch pour faire le plaisir du Galax. Alors comme les taux, ils ont un petit peu l'avantage de la vitesse sans translation warp, ils peuvent arriver un tout petit peu avant les autres forces sur Arthas Moloch. Ça leur permet de se préparer, de débarquer l'essentiel du matériel pour pouvoir justement combattre, la guérilla. Et en fait, ils demandent à tout ce qui est vaisseau d'aller se cacher en fait pour pouvoir faire une extraction au moment décisif et surtout de ne pas lutter contre les forces et du chaos et des orques parce que ce serait juste voué à la destruction de l'ensemble de la flotte. Donc cette flotte va se cacher. Pendant ce temps-là, ça va être assez amusant parce que Shova, vous savez, c'est un adepte du manka, à savoir aller attaquer précisément un adversaire et appliquer une force assez élevée à un endroit donné. Et bien là, il va devoir utiliser la stratégie du Koion, ce qui est assez amusant parce que c'est celle qui est employée préférentiellement par Shadow Sun, qui est sa grande rivale, et en fait, c'est une tactique plutôt d'encerclement, de tendre des embuscades, et c'est ce qu'il va être obligé de faire, étant donné qu'il n'a pas la puissance militaire pour aller frapper, et puis ça lui coûterait vraiment trop cher, et ce serait vraiment un petit peu sans but, étant donné qu'il n'y a plus de coordination aussi bien sur ce que lui connaît des orques, sur le chaos, il voit aussi que c'est des bandes qui sont un petit peu éparses, donc voilà, il va être obligé vraiment de gagner du temps en attendant que la flotte de l'Empire Tau vienne justement les sauver. Alors cette tactique de guérilla va se montrer vraiment très utile, parce que c'est ce qui permet justement de retarder en fait l'avancée des orques, et puis aussi de retarder l'avancée du chaos. Alors, chose qui est assez intéressante, c'est que vous me dites oui, mais à partir du moment où Hugalax arrive sur la planète d'Arthas Moloch, il se dirige vraiment directement vers le fragment clé, et puis voilà, fin de l'affaire. Eh bien, bizarrement, on ne sait pas trop pourquoi, mais à partir du moment où les psycheurs qui sont justement détachés à la flotte pour localiser le fragment clé arrivent sur Arthas Moloch, eh bien, l'emprise psychique qui est sur la planète, l'influence warp, les déboussole, et c'est le cas parce que ce sont des boussoles humaines, et voilà, et du coup ils ne peuvent plus repérer le fragment clé, et donc Hugalax se retrouve obligé de chercher zone par zone, donc on ne sait pas encore comment il va le trouver.
Mais bon, à force de chercher, sans doute que le morceau va se révéler à lui, hein, on l'imagine. Mais donc, eh bien, ça le retarde, et puis ça fait justement plaisir à Farsight, parce que au fur et à mesure, eh bien, étant donné que les forces ne sont pas concentrées en un seul endroit, c'est beaucoup plus facile d'attaquer des petites bandes éparses. On a même des bandes du chaos qui s'attaquent à d'autres bandes du chaos. On a des adeptes de Tzeentch qui localisent en fait un lieu de culte, qui cherchent justement à le défendre, quitte à ne pas chercher justement le fragment clé. On a des World Bearers qui eux justement prennent des sacrifices et vont le prendre un petit peu partout, donc chez les taux bien évidemment, chez les orques aussi, et s'il reste quelques petits Space Marines du chaos qui sont un petit peu perdus par là, on va les récupérer aussi. Donc vous voyez, ça va traîner comme ça à longueur. Alors malheureusement, ça fait aussi l'affaire des orques, parce que les orques, eux, ils se renforcent avec le temps. Plus le temps passe, plus on a justement en fait des seigneurs de guerre qui apparaissent, et puis qui se renforcent hein, par la guerre. Vous savez, les orques, plus ils combattent, plus ils deviennent forts. Et donc, un petit chef devient de plus en plus big boss, et au fur et à mesure va rallier à lui une sorte de mini-wag. Donc, ce qui fait qu'on commence à avoir différents cultes qui se forment. Donc, on a un culte de la vitesse, un culte de mécano. Je vous passe le nom des personnages, mais voilà, comme ça, au fur et à mesure, eh bien, les orques se renforcent, ce qui va signer à plus ou moins long terme la fin de Farsight, parce que lui, chaque combat, c'est des troupes qu'il perd. Il n'y a aucun moment où il peut regagner des troupes tant que la flotte Tau n'est pas arrivée, donc forcément ça devient vraiment compliqué pour lui. Et en fait le sentiment qui va prévaloir, c'est pas le désespoir, mais ça va être au contraire la rage et la colère. Et au fur et à mesure du temps, eh bien cette colère elle va gonfler. Alors bien sûr, c'est une colère contre les orques qui tuent de façon aveugle, c'est une colère envers le chaos qui au fur et à mesure ronge en fait ses forces, et puis bien sûr il y a tout ce qui est sacrifice, bon voilà, ça pèse aussi pour lui au niveau du moral, et puis surtout il vient de perdre Oblotai. Vous savez que c'était une intelligence artificielle qui était dans une broadside. Alors, on peut imaginer qu'il y ait des sauvegardes ou ce genre de choses, mais on peut aussi imaginer que les IA, ça a besoin d'une structure, peut-être on peut dire comme un ordinateur quantique, c'est pas mon domaine, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais on peut imaginer aussi que c'est intimement lié en fait à la structure de la machine, et que si la machine est détruite, eh bien l'intelligence artificielle, elle aussi, est détruite. À cela va venir se rajouter Brightsword. Brightsword qui défendait un avant-poste, eh bien s'est fait tuer par une salve de missiles tirée par les Renegade Knights, et voilà, ça fait 2 des 8 qui sont tombés, et ça commence à peser vraiment très difficilement sur Farsight. Et souvent, ce qui lui revient en tête, c'est justement sa vision de quand il était dans son exo-armure muté avec sa hache de bataille, avec les crânes autour de lui, des crânes aussi bien des taux que des humains, que des orques. Et bien, cette vision-là, en fait, il se dit, j'aurais dû l'interpréter mieux, j'ai préféré ne rien dire, pas demander conseil ni quoi que ce soit. Peut-être que j'aurais dû interpréter cette vision et puis ne pas aller attaquer Nazdreg, au contraire, me replier, j'ai été trop gourmand. Et vous voyez, cette rage qui gonfle, en fait, eh bien, il s'en veut surtout à lui. Donc c'est difficile pour lui de trouver l'équilibre, et en fait, comme cette rage, en fait, il se dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'épuiser dans la bataille. Donc au fur et à mesure, eh bien, il prend de plus en plus de risques, ne serait-ce que pour prouver aux autres aussi que, bien, lui-même risque sa vie pour les défendre. Donc, si quelqu'un en doutait, je pense que ce soit pas le cas du tout, mais lui, il a ce besoin d'aller vraiment dans les premières lignes pour affronter directement, et puis, bien, il passe de plus en plus offensif, il va aller attaquer justement les seigneurs de guerre qui sont en train de monter chez les orques pour essayer de couper l'avancée des orques, et au fur et à mesure on voit que la violence en fait devient sa seule façon de s'exprimer. Même ceux qui le connaissent bien sont assez étonnés de la rage dont il fait épreuve, mais en fait comme il est poussé dans ses derniers retranchements, qu'il n'y a pas d'autre solution, eh bien c'est tout ce qui lui reste un petit peu en attendant encore une fois l'hypothétique retour. Ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il se dit mais les éthérés normalement ils ont déjà reçu ma demande, ma requête, donc normalement s'ils avaient monté une flotte ils seraient déjà en train de venir, donc déjà dans sa tête il se met dans la position où peut-être en effet la flotte ne va pas arriver et les éthérés ne vont pas répondre à sa demande de venir en aide, même si pour lui c'était quelque chose qui était assez difficile à imaginer parce que bien évidemment offrir sa reddition, c'est une bonne chose, mais il y a aussi le fait que les éthérés agissent pour le bien suprême, et il ne voyait pas en fait les éthérés simplement laisser le peuple Tau succomber. Et la situation, elle va encore se dégrader parce qu'on a Bravestorm qui est dans un cocon de stase. En fait, son exo-armure, c'est un peu comme Gilliman, son armure qui lui permet en fait de survivre. Eh bien, elle est rudement endommagée et il faut absolument qu'il soit placé en stase avant d'être replacé dans un autre cocon d'exo-armure
qu'ils ne doivent pas avoir sur place, on imagine. Donc ça lui fait de nouveau un des membres des 8 qui est tombé, même si lui n'est pas mort directement, il est placé en stase, il n'existe plus, donc il n'a plus ce soutien, ce réconfort, et puis surtout les conseils qu'il pouvait lui donner. Et puis c'est à ce moment-là, alors qu'il est, alors on peut pas plus mal choisir, mais c'est alors qu'il est en train justement de superviser l'extraction du corps de Bravestorm que on a le message, enfin, des éthérés. Donc on a un drone des éthérés qui arrive de l'Empire Tau, et puis qui signifie que le message a bien été entendu. L'Empire Tau remercie Farsight d'être venu si souvent lui prêter main forte dans toutes les luttes, parce que c'est vrai que Farsight a souvent aidé l'Empire Tau, même en étant renégat déjà. Malheureusement, eh bien, il a fait ses choix. Farsight, mon ami, tu ne comprends pas ce que ça veut dire le bien suprême, tu as trahi, eh bien tu n'auras aucun pardon. Donc tout simplement, on va te demander malgré tout d'essayer de détruire le plus possible de chaos et d'orques pour le bien suprême, et voilà, tant pis pour toi. Donc évidemment, voilà le dernier espoir de Farsight qui s'envole. Il sait que les éthérés ne viendront pas, donc on n'aura pas cette fameuse flotte pour l'assister, donc il lui reste une seule solution, il le sait, c'est justement déclencher le mécanisme. Alors il ne sait pas encore forcément comment faire, mais en tout cas essayer de noyer tout le monde dans les Molochites, donc cette arme qui se trouve sur l'estrade stellaire. L'estrade stellaire, c'est l'endroit où lui-même, il y a de ça longtemps, en fait il a trouvé la lame de l'aube, il a trouvé aussi son talisman hexagrammatique. Petite parenthèse du coup, c'est vrai que moi j'avais jamais remarqué que ce talisman hexagrammatique, en fait j'avais pas fait le lien alors que je l'avais lu. C'est vrai que je me rappelle maintenant que j'avais lu dans ses romans qu'il avait trouvé un talisman en plus de la lame de l'aube et qu'il les avait plus ou moins bricolés pour être mis ensemble. Eh bien, je pense que c'est ça qu'on voit directement sur son exo-armure, ce symbole qui le relie aussi au lion. Voilà, donc c'est pas le lion qui lui a donné, c'est pas ils ont fait une alliance, mais en tout cas lui-même l'a récupéré sur Arthas Moloch. On verra un tout petit peu après aussi pourquoi. Donc bien sûr, vous vous en doutez, le fait que Bravestorm soit mis en stase, le fait qu'il n'ait plus Oblotai, qu'il n'ait plus Brightsword, le fait que les éthérés aient dit débrouille-toi tout seul, tant pis, disparaît, eh bien ça va vraiment pas l'aider, il va plonger un peu à la limite de la démence en fait, et quand il cherche justement à méditer pour essayer d'épuiser un petit peu cette rage ou de la canaliser, il a vraiment du mal, et en fait son esprit vagabonde et il se met à fantasmer qu'il tue en fait tous les éthérés. Il se voit dans cette armure mutée avec son avec son fuseur plasma, son arme qui détruit tout l'impérium, qui détruit le chaos, qui détruit les éthérés, et en fait cette vision il y prend plaisir un petit peu, donc c'est vraiment quelque chose qui l'effraie parce qu'il se sent plus ou moins attiré par ce côté-là. Au fur et à mesure, il va de plus en plus violent. Sa façon d'exécuter à chaque fois, que ce soit les seigneurs, orques ou du chaos, c'est toujours en les décapitant. Il se vautre littéralement dans le sang, alors pas de façon vraiment incontrôlée, mais il va avoir tellement de violence que, eh bien, au fur et à mesure, son armure qui est déjà rouge, en fait, se trouve complètement, quasiment couverte de sang. Donc on sent que la tentation d'aller vers Khorne, encore une fois, est très puissante. C'est là aussi où on voit que Khorne, c'est vraiment le dieu mis en avant sur les arches fatidiques, très clairement, et puis avec toutes les vidéos que j'ai fait dessus, vous devez bien le sentir. Donc, est-ce que Farsight va succomber ou pas? Là, pour l'instant, c'est difficile. Je ne l'ai pas encore lu, donc pas de réponse. Toujours est-il qu'en attendant, eh bien, on a Hugalax qui, lui, est quand même un prince démon assez malin, parce qu'il détecte qu'au fur et à mesure des combats, eh bien, les taux ont l'air de se rassembler vers une zone. Donc, en analysant un petit peu les données de la bataille, ils s'aperçoivent qu'ils vont vers ceux que les taux appellent l'estrade stellaire, justement l'endroit, encore une fois, où le portail warp avait fait apparaître les démons, donc les Molochites pour l'Empire Tau, enfin pour Farsight en tout cas, et lui ça le fait un petit peu sourire parce qu'il se dit mais pourquoi ils se rassemblent là-bas? Je pense qu'ils n'ont pas compris en fait comment fonctionnait en fait ce portail warp, donc c'est assez tragique parce que on sent que Farsight est vraiment poussé dans ses derniers retranchements, il a perdu la plupart de ses frères d'armes, les 8 qui étaient vraiment un soutien colossal pour lui, ils ne sont plus que 5, ça devient vraiment difficile, et sa dernière solution c'est d'emmener tout le monde. Alors il veut pas emmener tout le monde, il veut pas se sacrifier lui-même, il se dit ma dernière solution c'est on attire vraiment les orques, le chaos sur les strates stellaires, j'essaye d'invoquer les Molochites, de les faire apparaître, et puis les Molochites
les orques et le chaos s'auto-annihilent et puis on profite de la diversion pour s'enfuir avec les vaisseaux qu'on rappelle. Donc ils rappellent les vaisseaux qui étaient au fond du système solaire. Donc pour eux, pareil, c'est assez difficile parce qu'ils savent que bien entendu, aller en frontal comme ça pour les récupérer, bah, ils vont forcément perdre des vaisseaux, des troupes, forcément, mais c'est la seule solution et c'est la seule voie en fait de sortie pour Farsight actuellement. Alors si vous vous rappelez bien ma précédente vidéo et que vous l'avez bien suivi, mais vous devez vous dire, mais tiens, il n'y avait pas un croiseur Deathwatch avec des membres infiltrés de l'Alpha Légion? Eh bien si, et en fait, ce vaisseau, depuis longtemps, en fait, il suit les actions de Farsight, parce que leur but, c'est de tuer Farsight. En tout cas, c'est le but de la Deathwatch, un des capitaines de la Deathwatch, mais à chaque fois, eh bien, on a le copiste de l'Alpha Légion qui fait, non, non, c'est pas le bon moment, je pense qu'en lisant le tarot de l'Empereur, il y a un moment qui va être vraiment plus profitable, attendons, soyons patients. Donc bien sûr, ils rongent un petit peu leurs freins en attendant, mais il y a un élément qui va déclencher en fait la mise en place du dernier acte en fait de cette partie 2. C'est qu'on a une équipe de Stealth qui va découvrir en fait un avion monoplace des Dark Angel qui date de l'hérésie d'Horus. Donc pour eux, pas de notion d'hérésie d'Horus, mais ils vous disent ah oui, ça date de moins 10 000 ans avec l'héraldique des Dark Angel. Et en fait, on a un cristal noir pulsant qui jaillit en fait de cet avion. Donc bien sûr, l'information est transmise à Farsight. Farsight pour lui, ça n'a aucune résonance directe, donc c'est mis de côté. Mais cette information-là, elle est quand même comment dire, interceptée par les agents de l'Alpha Légion et transmise justement à la Deathwatch. Enfin voilà, sous couvert de c'est la Deathwatch qui transmet. Et puis c'est le moment que choisissent justement les membres de l'Alpha Légion pour passer à l'action et dire c'est le moment d'aller attaquer. Hugalax, lui aussi, il récupère en fait cette information et lui par contre tout de suite il a le sentiment que cet appareil avec ce cristal c'est justement le fragment clé. Alors je me posais la question, est-ce que le talisman, la lame de l'aube, etc. c'était le fragment clé que voulait Vashtor? Non, la réalité, c'est que le fragment clé, c'est justement cet avion monoplace des Dark Angel. Qui est-il? Que fait-il? Pourquoi est-il là? Avec ce cristal pulsant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on le verra dans la partie 3. Voilà, encore une fois, je vous rappelle, j'ai pas lu la partie 3, je vais m'en aller la lire de ce pas parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe après. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne voulez pas attendre, vous trouvez directement la suite sur Tipeee. Encore une fois, moi ça m'aide beaucoup à continuer la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis, pour les autres, on se retrouve juste après. Allez, merci à vous tous, pensez à liker, à commenter, et puis à bientôt pour du lore. Salut à tous.